Mesdames, Messieurs, bonjour. On va pas se mentir, c'est clair, l'agriculture française a devant elle de sacrés défis à relever du fait du réchauffement climatique ou de son acceptabilité sociétale. Mais c'est fou sa capacité à trouver de nouvelles solutions et bien souvent ce sont les agriculteurs qui en sont à l'origine. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Et on entame un nouveau Power Boost placé sous le signe de l'innovation. Au programme cette semaine, on suit l'aventure Elicit Plante pour aider les plantes à résister à la sécheresse. On découvre un dispositif PCR étonnant et tout aussi novateur, un film liquide qui va donner du fil à retordre aux pucerons. Et pour terminer, un moyen de stocker du carbone dans vos sols que vous n'auriez jamais soupçonné. Pour pimenter le tout, on a placé ça et là un coup de gueule et une question qui tue. Que voulez-vous, on aime quand ça picote, alors enjoy. On le sait, c'est de plus en plus difficile de pouvoir utiliser des insecticides. Samuel Poidevin propose une alternative pour le moins étonnante. Salut Samuel. Bonjour. Alors Samuel, c'est incroyable ce que tu viens de trouver. Carrément, tu dis, dites adieu aux pucerons, on va les saucissonner dans un film. Alors, j'explique. C'est vrai que jusqu'à présent, on utilisait des insecticides. Toi, tu dis, c'est vrai, il y a des AMM, il y aura de moins en moins de matières actives disponibles. Pourquoi on n'essayerait pas d'emprisonner, c'est ça ? Oui, tout à fait. Ouais. C'est un peu comme le cirage, on va dire. Vous mettez du cirage et puis ça vient se mettre sur la chaussure. Là, c'est exactement pareil. On va mettre un film. C'est un liquide qui va se mettre sur la plante et qui va donc se durcir et prendre en fait les pucerons ou les petits insectes dedans et donc les mettre pieds et poings liés. Ils ne pourront plus bouger et ils vont mourir de leur belle mort. Ouais, mais Samuel, c'est un produit chimique. Oui, c'est ce que je dis toujours. La chimie, c'est la base de tout. Donc une pomme, c'est chimique, voilà. Mais le produit, en fait, est quand même moins nocif pour l'environnement et pour l'humain qu'un insecticide normal. Ça s'applique comment et ça coûte combien à l'hectare ? Alors, ça s'applique comme un insecticide normal, voilà, un traitement, voilà, très simplement. Et ça coûte entre 10 à 30 euros de l'hectare, c'est selon la dose, évidemment. Voilà. Tu es fondateur d'une start-up, je suis agriculteur, je me dis pourquoi pas, j'ai envie de tester, comment je fais pour obtenir du produit ? Alors vous pouvez me contacter directement sur mon site web, naturelution.fr, si vous avez mon numéro, ou sur LinkedIn. Samuel, merci beaucoup et puis peut-être à tester. Autre piste de progrès que l'on ne soupçonnait pas jusqu'à présent, apprendre à travailler les interactions entre les interventions en culture. C'est le thème de notre rubrique Carbon Farming. Introduction de couverts végétaux, valorisation des effluents d'élevage ou encore limitation du travail du sol, de nombreux leviers sont déjà connus des agriculteurs pour agir sur la séquestration du carbone. Mais d'autres techniques sont à l'étude, dont une qui peut paraître surprenante au premier abord. Aujourd'hui, nous travaillons sur deux leviers principaux pour diminuer les gaz à effet de serre, les émissions de gaz à effet de serre. Le premier, c'est la protection fongicide en blé et en orge. On regarde la relation qu'il peut y avoir entre la gestion de la dose d'azote et l'application d'un produit, tel que Revysol en blé ou Sestiva en orge. Et on a constaté dans des travaux en Angleterre, en Allemagne, des effets tout à fait intéressants qui permettaient en fait, de réduire la dose d'azote. C'est ce qu'on veut constater sur la récolte 2023 dans une cinquantaine d'essais qu'on a mis en place avec des partenaires. Et on aura les résultats bien sûr en fait, à la récolte 2023 et on pourra en dire plus dès la rentrée. Sur ce premier levier, comment expliquer le lien entre la protection fongicide et la gestion de l'azote, sachant que la séquestration du carbone est étroitement liée à la fixation biologique de l'azote ? Les explications qu'on pourrait donner en fait, sur ces deux positionnements, le Sestiva c'est un traitement de semence qui a un effet un peu dynamisant au départ, avec un effet vert, un effet enracinement qui est très, très fort. Et on constate en fait, le fait d'avoir un produit, une orge plus robuste au départ, on pense qu'on peut avoir un intérêt sur la meilleure utilisation de l'azote à ce moment-là. Pour la partie blé, pour une application d'un produit à dernière feuille étalée, on pense qu'on peut avoir des explications par rapport au transfert en fait, de l'azote entre la paille, les feuilles et le grain.
Et ça, c'est quelque chose qu'on mesure avec des mesures à floraison et à maturité. Et on va le constater donc dès la récolte 2023. Un second levier, certes déjà connu, continue de faire l'objet de tests avec de belles perspectives. Un autre levier tout à fait intéressant, c'est nos travaux sur les inhibiteurs d'uréase ou les inhibiteurs de nitrification. Ce sont des produits qui sont appliqués en fait, soit sur des formes d'engrais faits par les fabricants d'engrais, soit sur des solutions type lisier ou solutions liquides en fait, chez l'agriculteur pour diminuer en fait, la volatilité de l'ammoniac et la production de protoxyde d'azote. Donc c'est un des leviers aussi tout à fait intéressant qu'on pourra exploiter à l'avenir. Ces deux leviers ouvrent des perspectives intéressantes en attendant que de nouveaux éléments de réponse émergent lors de la récolte 2023. Affaire à suivre. On avait été le voir dans sa ferme au tout début de l'aventure. Un agriculteur charentais a mis au point une solution très prometteuse pour aider les cultures à faire face au stress hydrique. Et en plus, le produit est naturel. Image. Salut Claire. Salut Jean-Paul. Alors c'est vrai qu'on était venu vous voir, c'était quoi, il y a 1 an, 2 ans, je ne sais plus, dans la ferme d'Emeric, dans les Charentes, et c'était le début d'une belle aventure. Aujourd'hui je vous vois ici sur le salon agricultural avec un super stand. Aujourd'hui Illicit Plant, c'est... Aujourd'hui Illicit Plant, c'est une entreprise effectivement qui a énormément pris de l'ampleur, qui s'est développée avec un effectif qui a été multiplié par plus de 4. Et puis, comme tu le dis, ici sur les culturales, des rencontres avec énormément de distributeurs, d'agriculteurs et un très beau projet qui est en train de prendre de l'ampleur. Alors, l'idée de base, c'est de dire on peut aller chercher dans un composé naturel des plantes la capacité à pouvoir retarder ou du moins aider les plantes à moins souffrir de la sécheresse. Oui, tout à fait. On utilise en fait les propriétés des phytostérols qui aident les plantes à lutter contre les agressions extérieures, les stress et notamment le stress hydrique. Et on a réussi à formuler un produit qui permet en fait de baisser la consommation d'eau des plantes jusqu'à moins 20%. Donc dans une période de changement climatique avec des périodes de manque d'eau de plus en plus fréquentes, c'est quelque chose de colossal. Alors on a peut-être trouvé un filon effectivement parce que le Besta c'est à base de phytostérols. Les phytostérols, il n'y a pas un phytostérol, il y en a à peu près 200 et chaque phytostérol est espèce spécifique et stress spécifique. Ça veut dire que si on arrive à formuler des produits qui prennent en compte les propriétés spécifiques de chaque type de phytostérol avec une bonne balance dans nos produits, on arrive à créer des produits qui sont des produits dédiés à des cultures pour adresser une problématique sur un stress particulier. Et justement, au niveau de notre centre de recherche, on a développé une plateforme scientifique, Elitera, avec une roadmap produit qui sera annoncée très prochainement parce qu'on a du gros potentiel sur des nouveaux produits à sortir. Merci beaucoup Claire. Merci Jean-Paul. Franchement, il y a 5 ans à peine, qui pouvait imaginer que l'on serait capable un jour de pouvoir réaliser une analyse PCR quasiment en bout de champ pour savoir si une adventice est résistante ou pas. Bonjour Thierry. Bonjour. Alors Thierry, ça m'a l'air super simple aujourd'hui. On peut presque faire une analyse donc, pour savoir si son coquelicot est résistant ou pas aux herbicides dans le coffre de sa voiture. Presque dans le coffre. Hein. Bon, s'il y a du vent, c'est peut-être un petit peu délicat, mais on peut se mettre au niveau de la bascule d'un silo, dans un petit bureau. Vous voyez, on n'a pas besoin de beaucoup de place et on peut effectivement analyser des coquelicots. Et en 1 heure, on a le résultat, savoir s'ils sont résistants à une famille d'herbicides qu'on appelle sulfonylurée ou sensibles ou résistants. On a vraiment très rapidement le résultat, chose qui n'existait pas auparavant. On devait envoyer les échantillons au labo, ça mettait minimum 15 jours donc, pour avoir un retour. Alors le principe est assez simple, on prend une feuille de coquelicot, on le voit, on va la mettre dans un sac avec un petit grillage au milieu, on va être capable de pouvoir libérer en fait un certain nombre de substances venant de la feuille, on va grâce à ce pilon, on va être capable de pouvoir aller en chercher donc quelques gouttes qu'on va mettre dans une petite éprouvette et on va la mettre dans cette machine qui est une technique PCR. Une QPCR, hein, donc en fait on va contrôler l'ADN de la plante, mais on a besoin de multiplier la quantité d'ADN et cette machine, une QPCR, donc, permet de multiplier rapidement l'ADN puisqu'elle va effectuer 34 cycles de duplication en 54 minutes.
Donc ce qui fait qu'en moins d'une heure, on aura une quantité, donc dans le petit échantillon qu'on aura pris, d'ADN suffisante pour pouvoir tester les mutations génétiques et regarder si on peut encore utiliser telle ou telle famille d'herbicides. Ce qui est fou, c'est que l'analyse ADN avant c'était un meuble, ça coûtait cher. Là aujourd'hui quoi, 3 000 euros, 5 000 euros? Oui, alors j'ai plus le prix en tête, mais il me semble qu'on avait plus ou moins acheté la machine dans ces prix-là. En revanche, c'est un peu le syndrome de l'imprimante, c'est-à-dire que les consommables coûtent cher. Pour un coquelicot, il faut faire, je pense, 8 coquelicots par parcelle. Un coquelicot, c'est 27 euros, quoi. Donc à peu près 200 euros par parcelle si on veut faire quelque chose de sérieux. Mais c'est intéressant parce que ça permet de choisir le bon herbicide. Tout à fait, et d'éviter d'avoir des champs rouges de coquelicots au moment de la moisson. Le coquelicot, c'est quand même une plante concurrentielle. C'est bien de pouvoir le limiter. C'est joli, donc, mais d'un autre côté, il n'en faut pas non plus trop. Sinon, c'est très concurrentiel pour le blé, en eau, en éléments nutritifs. Donc oui, il faut faire attention quand même. Merci beaucoup Thierry. Merci, au revoir. Bon, mais paradoxalement, on a des agriculteurs innovants que le monde para-agricole regarde un peu de haut et résultat, ils travaillent aujourd'hui plus à l'étranger que dans leur pays d'origine. Dommage, non? Salut Luc. Bonjour Jean-Paul. Alors Luc, moi je te connais depuis des décennies, il faut le dire. Tu es agriculteur en Eure-et-Loire, tu es passionné de modélisation, de culture, de tout ce qui est connaissance agronomique. Tu travailles dans le domaine de la modélisation et il y a quelque chose que je ne comprends pas. Avec Visiocrop, tu suis 30 000 hectares en Roumanie. Tu es sollicité par OneSoil, qui est pourtant la référence à l'étranger dans ce domaine. Tu travailles aussi peut-être avec des acteurs en Arabie Saoudite où tu vas travailler, je ne sais pas. Et pourtant en France, tu ne fais que 5 000 hectares. Pourquoi ? C'est une très bonne question. Alors, ça fait 20 ans que j'essaye de mettre du monde en place autour de Visiocrop, des coopératives, des vendeurs de conseils, etc. etc. Et on n'arrive pas à mettre en place quoi que ce soit. Mon idée était de mettre ces acteurs pour développer des solutions franco-françaises pour faire l'agriculture 3.0. Mais voilà. D'autant plus qu'on cherche justement à sécuriser. On parle beaucoup de souveraineté alimentaire et c'est vrai que ça serait dommage que toi tu travailles avec l'étranger et que tu n'arrives pas sur ton territoire à nouer des relations. Ben oui, mais c'est mon plus grand souhait et je n'ai pas la réponse. Pourquoi ? Parce qu'un agriculteur qui fait des nouvelles technologies et qui marche, ça fait un peu louche ? Alors peut-être que ça fait un peu louche, le fait de pas forcément d'avoir les références et puis les homologations pour la France qui est quand même un problème où c'est beaucoup plus simple de travailler à l'étranger sans avoir des outils qui soient validés. Et donc ça c'est sûr que c'est une partie du problème. Félicitations Luc en tout cas pour ton boulot depuis des années. Merci Jean-Paul. Les banques, les fonds de placement, les financiers spéculent sur notre alimentation et sont responsables d'une part importante de l'inflation. Pourquoi ne pas imaginer refaire des stocks pour limiter leur impact ? C'est la question qui tue cette semaine. La spéculation représente aujourd'hui sur les marchés un volume relativement important puisqu'on a vu que sur les marchés à terme, elle a pu représenter jusqu'à 70% des prises de position. Donc on a un décalage important par rapport à la prise de position des opérateurs commerciaux qui utilisent le marché à terme comme source d'arbitrage du risque. Donc il faut reconstituer des stocks pour engager sur le marché un effet tampon sur les prix de manière à réguler l'évolution de ces derniers. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost vous a plu. Vous savez que vous pouvez nous retrouver chaque jour sur notre chaîne YouTube et puis aussi bien sûr vous abonner à notre page Instagram. Je vous souhaite une excellente semaine.